Si toute première fois est un crime, sa première fois à elle fut un coup de maître. Dans son livre « Vous me reconnaîtrez », elle nous fait découvrir le soldat Dylan, un sociopathe à la fois cruel et attachant. Cette semaine, dans la virgule flottante, je vous invite à un tête-à-tête avec la sémillante Pascale Oriot, un écrivain que vous aussi, bientôt, vous reconnaîtrez. C'est dommage parce que les spectateurs, ils n'ont pas le décompte, mais on nous fait 4, 3, 2, 1, ça tourne, et là, on devrait avoir l'air super naturel. Bienvenue Pascale Oriot. Merci. Oriot, Oriot, dans la virgule flottante. Alors, le principe même de l'émission, c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. La virgule flottante, ça nous permet de pouvoir déplacer les choses à droite et à gauche et de ne pas avoir une interprétation figée. Et ça tombe bien, parce que toi, tu as écrit un livre qui s'appelle « Vous me reconnaîtrez ». Oui. Avec un téléphone qui sonne, parce que c'est normal, on est dans une vraie émission avec des vrais gens qui ont un vrai téléphone. Et qui ont une vie sociale. Qui ont une vraie vie sociale. Tu sais qu'à la base, cette émission, moi je l'ai conçue en pensant à Léo Ferré. Léo Ferré, que tu apprécies forcément, oui. Il disait, les hommes, il conviendrait de ne les connaître qu'à certaines heures sombres de la nuit, accoudés au comptoir, comme toi et moi, avec des problèmes d'hommes, des problèmes de mélancolie. Wow. C'est chouette, non? C'est amour, anarchie. Donc toi, il y a un petit peu d'amour, beaucoup d'anarchie dans ton livre. Tout à fait. C'est l'histoire de Dylan. Oui. Le sergent. Tout à fait. Tu nous fais le pitch? Alors l'histoire, c'est un homme en fait à la base qui souhaite acquérir déjà une famille. Donc il rentre dans l'armée puisqu'elle est prétendue être une grande famille. Et son deuxième souhait, c'est de devenir célèbre. Voilà. Alors, il veut acquérir une famille parce que lui, il connaît que sa maman. Oui, il ne connaît que sa maman. Avec qui il a des rapports avec qui il a extrêmement conflictuels. Et c'est une relation, comment dirais-je, assez destructrice. On est un peu dans psychose, sauf que là, la maman a réellement et effectivement un non-rôle. Enfin, en tout cas, tout à fait. Elle existe dans l'histoire, il ne se passe rien de particulier. Mais on sent que leur non-relation a quand même fait en sorte que Dylan devient un petit peu siphonné du bocal. Voilà, complètement. Ça te dérange si je te dis qu'il est siphonné du bocal? Non, puisque c'est tout à fait le cas. Il est quand même un peu allumé, c'est un sociopathe et complètement. Alors, la mère a un rôle dans cette histoire, le père aussi par son absence, mais pas que. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des difficultés relationnelles avec leurs parents dans leur petite enfance. Tout le monde ne devient pas sociopathe et tout le monde, heureusement, n'est pas serial killer. Donc, tout le monde n'est pas détecté non plus. Voilà, aussi. Mais bon. Ce qui est assez rigolo, et moi j'aime bien faire du sexisme, je suis pro-sexiste, j'aime bien que les petites filles s'habillent en rose et les garçons en bleu. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a reçu un autre auteur il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Gilles Graff. On te reçoit toi aujourd'hui, et vous êtes des minettes qui écrivez. Alors toi tu écris au masculin. Tout à fait. Parce que c'est écrit à la première personne, et tu es censé être ce fameux soldat Dylan, qui est complètement allumé. Comment tu es allé te chercher dans les tripes? Comment tu as fait en tant que nénette pour te mettre dans la peau d'un mec, petit 1, puis dans la peau d'un sociopathe? Oui. Alors, tout est parti à la base d'un reportage. Donc, j'ai vu un reportage à la télévisée, une journaliste donc, qui interviewait un serial killer qui s'appelait Gérard Schaeffer, donc aux États-Unis, voilà. Et donc, elle était très très mal à l'aise, comme tu peux l'imaginer. Et lui répondait très naturellement, très heureux, d'être le centre. C'était le centre d'attraction, donc il était ravi. Et lorsqu'elle lui a demandé, mais si c'était à refaire, il faut savoir quand même qu'il a tué 34 femmes. Hein. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, lorsqu'elle lui a demandé si c'était... Oui, tout à fait. Si c'était à refaire, il a dit, mais bien sûr, je le referai, puisque c'est ce qui m'a permis d'être célèbre. D'être aujourd'hui à la télévision. Voilà. Est-ce que tu as tué 34 femmes pour être dans la virgule flottante? Non. C'était pas nécessaire. Non, tu sais, je t'aurais invité. Moi, je kiffais ton livre. C'était pas la peine de tuer 34 ténèbres. Non, je me suis contentée de l'imaginer. Voilà, de l'imaginer. Donc bon, voilà. Pas trop dur pour une nénette de parler au masculin. Oui, mais justement, parce que cet homme m'a tellement surprise. Parce que bon, innocemment, j'imaginais que lorsqu'on avait commis des délits, quels qu'ils soient,
on avait des regrets, on avait des remords, etc. Tu as une bonne éducation catholique. Voilà, tout à fait. Donc, bien en France. Voilà. Tu connais le petit Jésus, les saints. Voilà, j'étais mis au catéchisme, ma communion, etc. Voilà. Ça sent, là. Ça se sent. Et donc, je suis restée assez surprise de ces réflexions. Et puis, il était tellement à l'aise et tellement épanoui dans son truc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je suis allée rechercher parmi tous les serial killers, que ce soit hommes ou femmes. Donc, il y en a 450 environ aux États-Unis. Ah, pas plus Non. C'est rassurant comme info. Oui. Serial killer, hein. Oui, mais c'est rassurant comme info quand même. Ensuite, sur la France, ça tourne autour de la centaine, pas tout à fait. Mais quand même, proportionnellement parlant, il y a plus de psychos en France qu'aux États-Unis. Oui, par rapport à la population. Oui, voilà, tout à fait. Donc, allez vivre aux États-Unis. Peut-être qu'il y a plus d'espace et que les mœurs sont plus libres aussi. Peut-être que chacun peut s'exprimer. On mange plus hamburgers, on a moins de temps pour massacrer les gens. Voilà, c'est ça. Manger des hamburgers. Et donc, j'ai regardé un petit peu leur profil psychologique, leur motivation. Et je me suis aperçue que donc la reconnaissance, le besoin de célébrité, c'était les 3/4 des cas en fait. C'était le leitmotiv. Voilà. Oui, mais ça ne justifie pas que tu écris ça avec du talent. Parce que tu l'écris avec du talent, c'est pas évident, l'écriture à la première personne, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Tu as reçu un prix aussi important pour ce livre. Tu as reçu le prix lycéen. Oui, Méditerranée des lycéens, 2011. C'est un vrai prix. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de faux prix, encore qu'on sait qu'il y a des prix truc-muche et machin. Ouais. Les lycéens, ils ont vraiment lu ton roman, ils t'ont vraiment interrogé. Oui, tout à fait. Parmi une sélection de 4-5 autres romans. Voilà. Tu les as rencontrés. Oui. Ils t'ont posé des questions. C'est anxiogène de rencontrer les gaminous qui lisent Non. Justement parce que chez eux, les jeunes, ils sont honnêtes, ils sont directs. Voilà, donc ce prix, j'y tiens particulièrement parce que voilà, il n'y a pas de tricherie. En 2011, tu l'as eu. Voilà, il n'y a pas très tout à fait. longtemps. Et donc, les questions, justement, j'étais curieuse de savoir comment eux l'avaient reçu. Il y a des questions qui t'ont mise mal à l'aise? Mal à l'aise, non. Non. C'est un peu toujours les mêmes questions, notamment comment j'ai pu me mettre à la place d'un homme. Ça revient tout le temps. Mais donc je leur expliquais que le jeu était très important, puisque c'est une histoire dans laquelle je voulais entraîner le lecteur. Et tu nous entraînes bien. Donc, merci. Non, mais c'est vrai. Donc, en lisant, lorsque tu lis, le jeu te met automatiquement dans l'action. Et c'est ce que je voulais. Je voulais que le lecteur soit dans cette espèce de marasme, dans ce truc glauque. Alors justement, parlons-en. Ce soldat Dylan, sa première préoccupation, tu l'as dit, c'est de se constituer une famille. Tout à fait. Il se constitue une famille en intégrant l'armée. Bon, là, il tombe évidemment en inimitié avec d'autres garçons. Il est sociopathe. Il est sociopathe. Et à un moment donné, il se retrouve paumé dans la montagne avec des gens qui l'adorent, qui le trouvent extraordinaire et raconte. Justement, son expérience de l'armée, puisque il rentre. La région, ça se passe dans les oui, ça se passe. Oui, parce que la plupart de mes romans se passent dans la région, parce que j'aime beaucoup ce département et j'ai envie, de le faire connaître d'une manière ou d'une autre, voilà. Donc ça se passe chaque fois dans la région, et puis le fait de connaître les lieux ne m'oblige pas à imaginer, mais ça se ressent dans la lecture. Je veux dire, c'est quelque chose qui est plus fluide, on voit que tu sais de quoi tu parles. Voilà, tout à fait. Donc je l'ai mis en roule, en Cerdagne. Ouais. Elle a fait son potager avec un petit vieux. Voilà. Mais on le croit calmé. Oui, on le croit calmé parce que effectivement, il se raconte des histoires. Bon, il se sert de l'armée, de toute son expérience qu'il vit avec les militaires. Parce qu'il fait des sacrées saloperies à l'armée. Oui, tout à fait. Je vais peut-être pas tout raconter. Non, mais on va pas tout raconter. Mais on dit qu'il est sociopathe, mais concrètement pour les téléspectateurs, quoi. Qu'est-ce qu'il fait à Cyril, par exemple? Déjà, d'entrée... Cyril, c'est un mec qui incarne, qui va bien... Voilà, celui qui réussit tous... Balaboum, voilà. Oui, c'est un petit peu le blond dans les sketchs de... celui qui réussit... Voilà, tout à fait. Donc il réussit tout. Ou la blonde, hein. Ça peut être... oui, tout à fait. Donc il réussit tout. Et il est très aimé des autres. Et lui souhaite prendre cette première place. Et il s'imagine qu'en éliminant cette personne,
il va automatiquement prendre sa place. Pas réellement, parce que les gens, tous ses collègues quand même, trouvent à travers lui, voient à travers lui quand même tout un tas de dysfonctionnements. Il met mal à l'aise. Ouais, voilà, il met mal à l'aise. Il met mal à tout l'aise, le temps. mais il avance, ce garçon. Il avance. Donc il élimine Cyril, puisque c'est son premier rival. Il triche, mais en permanence. Ouais, il l'élimine, il le rend hémiplégique. Oui, c'est pas très grave. Il l'a pas tué. C'était son premier essai. Non mais allô, quoi. Ah non, pas elle. Non mais ça va, elle était pas née, je le disais déjà, j'ai le droit. C'était son premier essai. Donc, premier essai, hémiplégique, voilà. Pas mal quand même. Il se débarrasse de Cyril. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Mais pas tout à fait, parce que du fait qu'il ne l'ait pas éliminé, il se rend compte qu'à ce moment donné, Cyril peut parler. Bon, mais t'es complètement fêlé, Pascal. Comment il y a des non, trucs c'est pas. Je suis pas fêlé parce que tous ces faits-là, en fait, sont existants. Puisque j'ai repris la vie des séries. Voilà. Donc j'ai étudié que ce soit leur environnement familial, leur environnement professionnel, leur comportement, du moins ce qui a été dit. Et voilà, et j'ai fait simplement, je me suis basée donc que sur des faits qui sont réels, et je les ai attribués simplement à un seul personnage. Alors que dans la réalité, ils sont exécutés par différents personnages. Voilà. Mais tous les faits, en fait, sont réels. Tu as une façon d'écrire en plus qui est super jubilatoire parce que le soldat Dylan, dès qu'il fait un truc, il l'acte avec des paroles simples. Par exemple, il a déterminé qu'il fallait une forme de mimétisme pour appartenir à un clan. Donc il va le dire. Il va dire un truc bête comme je copie. Voilà, l'homme a besoin de des phrases toutes simples avec 2 mots, 3 mots qui ponctuent le truc et qui font que toi, en tant que lecteur, quand même, tu commences à flipper grave. Tu dis, il est fêlé total, ce mec, jusqu'où il va aller. Donc, il va jusque dans les montagnes. Tout à fait. Donc, il se retrouve sur la Cerdagne. Sur une casotte abandonnée. Voilà, dans lequel il décide de... C'est chez lui, c'est ma maison. Voilà, il décide que c'est chez lui, il s'octroie le lieu. Voilà. Ensuite, il raconte, donc, il essaie, puisque bon, il sait que le mimétisme fonctionne chez les gens. Évolué. Voilà, tout à fait. Donc, il s'en sert pour essayer d'amadouer la population. Mais ce qu'il n'a pas pensé au départ, c'est que dans les montagnes, dans tous les coins un petit peu cocon comme ça, tout le monde se connaît. Et la mémoire reste. Ça traduit quelque chose, je vais juste faire un aparté. Ça, c'est la virgule flottante, on fait comme ça, c'est mon émission. Tu viens de dire les endroits cocons. Oui. N'importe qui d'autre aurait dit les endroits reculés, les endroits ruraux, les endroits... des termes un peu péjoratifs. Et toi, tu viens d'employer un terme qui n'est pas du tout péjoratif. Ah non, pas du tout. Loin s'en faut. Mais ça te traduit en tant que femme. Parce que moi, je te connais un tout petit peu. Et j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus. Tu as dit endroit cocon. Oui. Parce que, tout simplement parce que la Cerdagne, c'est un lieu dans lequel j'ai grandi. Qui est un véritable cocon, puisque tout le monde se connaît, donc tout le monde est en sécurité quelque part, il y a une grande solidarité. Après, bon, il y a les petits côtés village, voilà, il y a ces inconvénients-là, mais vivre dans ces lieux, oui, je veux bien, dans ces lieux est très très confortable. Au point de vue humain, on est à échelle humaine. Et l'échange est vrai, l'échange, alors c'est un petit peu le téléphone arabe aussi quand même, mais bon voilà, il y a un vrai relationnel. T'as dit cocon. Oui, voilà, tout à fait. Et quand, pour preuve, bon, j'ai vécu à un moment donné à Paris, et mes enfants m'ont demandé de venir vivre en Cerdagne. Donc je suis revenue vivre en Cerdagne un temps pour leur faire plaisir. Et donc ils ont eu droit à ce petit cocon. Et alors pour une maman, c'est pareil, c'est très tranquillisant, puisque tu peux laisser sortir tes enfants. Ils peuvent aller jouer où ils veulent et tu n'as aucune inquiétude à te faire. Ça, c'est super. Et ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Voilà. Donc pour moi, la Cerdagne, ça reste le côté cocon. C'est ma région. Je ne sais pas si on le voit bien, ton livre, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ombre dessus. Non, mais c'est super. Je ne sais pas si mets-le par là et tout. Voilà. Par là, on le voit bien, comme ça. C'est un livre qui est super intéressant. J'ai trouvé que la couverture n'était pas forcément... en rapport avec le contenu.
Alors la couverture d'origine, ce n'était pas celle-ci. Ah, d'accord. Voilà, c'était un paysage pareil, donc de Cerdagne, avec un homme solitaire. Et puis bon, il y avait une croix sur le côté, bon voilà, pour donner le côté un peu étrange. Et puis bon, le problème c'est que si tu veux exposer dans des librairies, elle était tellement discrète que du coup on ne le voyait pas. Donc l'éditeur a décidé de mettre des couleurs très flashy qui ne sont pas forcément parlantes par rapport au bouquin. Vous me reconnaîtrez, c'est vraiment un livre qu'il faut lire si on aime les choses écrites avec finesse. Il y a beaucoup de finesse. Ça va très vite, c'est cinglant. Moi, je crois que je l'ai lu, ça a l'air péjoratif quand on dit ça, je l'ai lu en une soirée. On dirait le truc qui était vraiment débilisant à mort et compact. Non, on est vraiment entraîné dedans. Est-ce que toi, tu as d'autres projets? Quand est-ce que je vais pouvoir relire du Pascal Oriot? Alors, je sais que tu es aussi parolière, tu n'es pas que écrivain, comme si c'était réducteur d'être que écrivain. On en reçoit beaucoup par ici, donc on a le droit de leur faire des taquineries. Tu es aussi parolière. Je crois savoir que tu avais un projet de bande dessinée. Aussi, oui. Alors parolière, oui. Donc, enfin bon, déjà roman. Toujours dans quelque chose d'un peu lourd comme ça, d'un peu underground, ou alors plus léger, plus rigolo. Non, j'en ai. J'en ai plusieurs. On ne se marre pas, quoi. Ah non, on ne se marre pas. C'est une étude. C'est une étude de cas. Voilà, tout à fait. Et on est vraiment dans la psychologie, on est dans du sombre. Et voilà. Mais après, en même temps, ce livre, le titre à la base, c'était avec un point d'exclamation. Moi, je l'avais mis avec un point d'exclamation. C'est-à-dire la personne donne un ordre. Vous me reconnaîtrez. Oui, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui suppose qu'il va commettre des actes assez graves pour que la population entière soit obligée de le reconnaître. Voilà, à la base, c'était ça. Et ensuite, je voulais faire donc une petite critique par rapport à la société, puisque quand on donne un ordre, on n'est pas obligé d'y répondre. La plupart des gens répondent en allant acheter des journaux People, en regardant les téléréalités, etc., etc. Tout ça, c'est une réponse. On donne un ordre, vous me reconnaîtrez, et les gens répondent favorablement. Donc c'était aussi pour demander aux lecteurs de réfléchir avant d'acheter un voici, enfin bon, peut-être que je ne devrais pas dire le nom, tant pis, c'est dit. Voilà. Et toute cette presse à scandale, toute cette presse à scandale où tout le monde se régale, aller chercher le petit scandale des uns et des autres, voilà, donc ils cautionnent ça. Et tant qu'il y aura des gens qui achèteront cette presse et qui regarderont ces médias, il y aura des gens qui commettront des actes affreux, simplement pour être reconnus de ces personnes-là en tout cas. Voilà. Donc ça c'était aussi un des messages du livre. Voilà, donc pour cette partie-là. Pour la partie musique... L'avenir. Alors, bon, j'ai écrit... Oui, là en ce moment je me lève tôt. Normalement j'écris la nuit, mais... Ah ouais, t'es un écrivain de nuit? Ouais. Ça se sent, cela dit, je fais la grosse étonnée. Hein, oui, c'est la nuit, tout est calme, tout le monde est au calme, donc je trouve que les vibrations sont beaucoup plus fortes. Et j'ai l'impression que l'espace est beaucoup plus large aussi. Mais tu écris tout le temps, tu produis tout le temps, parce que ne serait-ce que des toutes petites phrases, moi je te suis sur Facebook, tu as toujours des petites phrases en rapport avec la littérature, et même des petites phrases qui sonnent bien, ça nécessite une production. Enfin, c'est pas, on a beau être écrivain, c'est pas non plus forcément un don divin qui nous vient du ciel. Toi, tous les jours, tu as 3, 4, 5 phrases qui tapent, qui sonnent. On peut te suivre sur Facebook. Ah oui. On tape Pascal Oriot, tu et nous puis, prends en ami, voilà. On voit tes pensées. C'est ouvert à tout public, il n'y a pas de souci, au contraire. Donc, un projet de BD? Oui, un projet de BD. C'est quoi, 2014, fin 2014? Je ne sais pas, parce que 2015. Là, donc le dessinateur, c'est assez long, hein, le dessin à faire. Au niveau texte, alors j'ai prévu déjà, j'en suis à 33 ou 34 épisodes. Donc, tu reviendras nous en parler. Ah oui. Mais après, bon, voilà, il faut que le dessin suive. C'est de l'humour, c'est quoi? Oui, il y a beaucoup d'humour. Après, c'est du fantastique. D'accord. On rentre dans du fantastique et avec des histoires
Je ne sais pas trop encore comment les qualifier. Elles sont toutes fraîches, donc j'ai toujours un peu de mal. Voilà, j'ai toujours un petit peu de mal à parler quand les choses sont fraîches. Non, tu nous mets l'eau à la bouche, tu le vends bien. Ah bon, ça va, moi, c'est mieux. Je te remercie de t'être prêté à ce jeu. Je t'ai posé tout plein de questions. Je t'avais dit que tu aurais le droit de m'en poser aussi. Il y a forcément une question que j'ai oublié de te poser et à laquelle tu t'étais préparée, à laquelle tu aurais aimé répondre. Alors, laquelle est-ce ? Ben non, je ne m'étais pas du tout préparée à aucune question en fait. Tout va bien chez les sept, non ? Oui, voilà, grosso modo. La question, enfin, oui, si, peut-être, quelle est la place de l'écriture dans ma vie ? Alors, quelle est la place de l'écriture dans ta vie, Pascal ? Voilà. Donc, je dirais que c'est vital. C'est quelque chose que je pratique au quotidien. Alors dans les chansons, dans les BD, dans les petites phrases Facebook, dans les romans, enfin plein de choses, puisque je travaille sur plein de projets en même temps. Et la place et l'écriture est prépondérante. Chez moi, c'est quelque chose dont je ne peux absolument pas me passer. C'est un vrai écrivain. Je ne sais pas si je suis un vrai écrivain. C'est moi qui dis, c'est mon émission. Oui, d'accord, alors je prends, je vais prendre, mais c'est vital. J'espère que j'écris mieux que je ne parle d'ailleurs, parce qu'après, bon, parler pour moi, c'est pas toujours évident. Ouais, voilà, chacun son truc. Voilà, moi, ma manière de parler, c'est d'écrire. Et bien, c'est le mot de la fin. On se fait un gros bisou. Oui. Et bien, merci Pascal. C'est moi qui te remercie.